on accumule un peu d'argent pour pouvoir acheter des mais quand vous épargnez, le problème de la monnaie, Philippe explique vraiment bien ce double rôle de la monnaie avec deux rôles contradictoires. Quand le même signe, le même titre, le même bout de papier, quand le même signe monétaire sert à la fois d'outil d'échange et doit circuler, et d'outil de réserve de valeur et donc ne va pas circuler, vous avez une contradiction majeure. Le fait de donner à une monnaie deux rôles aussi contradictoires nous enferme dans une contradiction. Et le choix que vous allez faire, soit va vous empêcher de garder la valeur, parce que vous en avez fait un outil complètement circulant, soit va vous empêcher de vivre parce que vous n'avez pas d'outil d'échange, parce que vous en avez fait un outil qui permet de conserver la valeur. Donc en fait, l'importance de la double monnaie est vraiment un point important de travail. Avec une double monnaie, on se sort de cette contradiction. Une monnaie qui sert à garder la valeur et qui ne circule pas, et une autre monnaie qui sert juste à nos échanges et qui n'a pas de valeur en soi. Et donc, qui n'est pas rattaché à l'or. C'est vraiment une solution. C'est important de trouver la blockchain, par exemple. Mais c'est encore l'or. La blockchain, c'est comme l'or. C'est pour recréer une rareté et vous attachez la monnaie à une rareté. Oui, mais le numérique ne change pas ça ne change rien au fond. Ça ne change rien au fait que vous avez besoin de deux monnaies, puisque vous avez deux fonctions antagoniques, des fonctions qui se contredisent. Quand je veux que ça circule, il faut que ça n'ait pas de valeur, et quand je veux que ça garde la valeur, ça ne va pas circuler. Donc il faut prendre les deux monnaies. Est-ce que les taux négatifs ne vont pas avoir finalement une fonction de monnaie fondante? C'est l'inflation, les taux positifs sont. L'inflation est l'équivalent de la monnaie fondante. Hein. Le fait que les prix montent est l'équivalent de la baisse de la valeur de chaque signe monétaire. Et une inflation de 4-5%, ça joue un peu le rôle de monnaie fondante. Et c'est ce que préconisait Keynes, hein, qui disait pour euthanasier les rentiers, c'est-à-dire les désinciter à garder la monnaie et pour les forcer à la faire circuler, un peu d'inflation va les forcer à faire circuler. Mais les taux d'intérêt négatifs, c'est encore autre chose. Ça, c'est une fripouillerie entre banquiers, entre eux, qui disent j'imagine le banquier central, c'est le banquier central qui fait les taux négatifs, et c'est pas à nous qui prête à taux négatifs, c'est à ses copains banquiers. Donc c'est la banque centrale qui prête à ses copains banquiers en disant viens, l'argent n'est pas cher. C'est les contribuables qui vont payer l'intérêt. C'est même pas toi qui vas payer l'intérêt. Je te le donne, l'argent, je te le donne. Ils sont entre eux en train de se goinfrer à nos frais. Hein. Les taux d'intérêt négatifs, c'est une dinguerie, c'est pas une dinguerie, c'est une crapulerie bancaire. Confiscation de la monnaie. Mais c'est pas pareil la monnaie fondante. Les taux d'intérêt négatifs, c'est une crapulerie entre banques. Est-ce que ça va pas pousser les gens justement à dépenser leur argent regarde à la banque, tu vas faire de la valeur négative, c'est super. T'empruntes et tu t'enrichis, on te donne de l'argent pour que tu empruntes. Mais c'est pas pour vous, hein, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas les taux d'intérêt négatifs, c'est entre crapules. Hein. Il y a quand même le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne qui a décidé de faire des taux négatifs sur les comptes. À partir du moment où la monnaie, où l'intérêt devient négatif, il ne nous verse plus un intérêt positif sur nos dépôts. Ils accotent, ils adossent l'intérêt sur le taux directeur de la Banque centrale. Et donc maintenant, au lieu de rémunérer les comptes, ce qui est de toute façon une absurdité, les comptes ne devraient pas être rémunérés, mais bref, on est dans cette logique actuellement. Ils vont prendre, au contraire, ils vont ponctionner nos comptes sur la même logique d'intérêt négatif. Mais pour l'instant, il y a une espèce quand même de sauf-qui-peut et de n'importe quoi au niveau des banques centrales qui, d'un côté, ont injecté des milliers de milliards sous forme de quantitative easing. Mais c'est pas pour nous, non, exactement. Dans la logique du système, c'est-à-dire que dans la logique du système, je donne de l'argent facile aux banques dans l'espoir de relancer le crédit et la consommation. Ça ne marche pas. Alors on joue également sur les taux d'intérêt. Bref, ils essaient d'appuyer sur toutes sortes de manettes qui ne marchent pas, parce que les gens, ils n'ont pas de sous de toute façon, ils n'ont pas confiance dans leur dire, ils ne veulent pas emprunter. Alors, comme l'argent est créé par le crédit, ils estiment qu'avec des taux négatifs, il y a quand même 60 000 milliards actuellement de dettes publiques dans le monde qui sont empruntés à taux négatifs. Mais c'est en même temps une prison et une voie sans issue, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il suffirait de relever ne serait-ce que de 1%, 1,5% le taux d'intérêt
Ça fait exploser les dettes publiques et les États se retrouvent en état de paiement. Donc, ils ne savent plus comment faire. Mais je pense que ce sont des antichambres, des salles d'attente. Ils doivent concocter et préparer le prochain système entre le système monétaire. Le blockchain, c'est un outil de gestion. C'est une monnaie virtuelle, c'est un système. Ah non, c'est le Bitcoin qui est la monnaie. La blockchain, c'est un outil. Le système blockchain, ils vont se baser là-dessus pour faire cette monnaie. Ah, ils peuvent utiliser ce système. Ils ont signé des accords avec les Oui, je sais qu'ils regardent cet outil, mais ils regardent cet outil comme un potentiel d'économie. C'est l'outil qui leur permettra d'économiser en dépenses. Ça ne les intéresse que pour ça, de remplacer. C'est-à-dire que dans une blockchain, moi je suis dans l'informatique, vous avez toutes les informations de l'historique de la personne. Oui. Au-delà, même plus puissant encore qu'une carte bleue. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'un jour, si une coupe, par exemple, comment on fait si une coupe publiée, terminée, interdite, c'est également dans les tuyaux, dans les restants, d'annoncer que maintenant les billets vont être supprimés, qu'on va aller uniquement vers des monnaies numériques, gérer de cette façon. Le pouvoir suprême sera au des banques. Oui, le bateau est en marche. Oui, absolument, il y a longtemps qu'il est en marche. Alors, pour revenir, si on veut changer les choses et prendre conscience des choses, il faut prendre conscience de ça. Nous sommes dans le cas de figure, la société monde, les humains aujourd'hui sur cette planète, sont dans le cas de figure d'êtres humains qui ont en face d'eux une lampe d'Aladin. Actuellement, quand on a un projet, tout de suite, quel que soit le contenu du projet, vous avez dans les minutes qui suivent quelqu'un qui veut dire ouais, ça va ton truc, mais comment tu vas le financer? Où est-ce que tu vas trouver les sous? C'est-à-dire que dans cette logique d'argent rare qui est représentée dans le monde orpailleur d'avant, c'est la quantité de monnaie disponible qui va conditionner ce qu'on peut faire. Alors qu'on est dans un monde où aujourd'hui il y a des quantités de solutions, il n'y a aucun obstacle majeur extérieur à réaliser ce qu'on veut vraiment. Mais on est court-circuité immédiatement dans nos réflexions et dans l'intelligence de nos projets, parce qu'au lieu de faire ce qui serait vraiment pertinent au travers d'un débat public qui se mettrait d'accord sur des questions de société, comme l'éducation de nos enfants, comme la santé, bien sûr, comme la justice, comme la transition écologique, des choses de ce genre, qui devraient être discutées au fond et sans aucune réflexion sur la monnaie, puisque on a la lampe d'Aladin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord vraiment sur ce qu'on veut mettre en œuvre, créer, exprimer comme richesse au sein d'une communauté, une fois que c'est terminé, qu'on s'est mis d'accord, ben on regarde sur est-ce qu'on a est-ce qu'on a les connaissances? Ben oui, on a les connaissances, certainement, on en a un paquet aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on a les moyens technologiques? Je suppose que oui, on a plusieurs solutions technologiques à notre disposition. Est-ce qu'on a les ressources humaines? Probablement. Il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui sont exclues de la société aujourd'hui, plus quelques autres dizaines ou centaines de millions qui sont nuits à mourir dans leur fonction actuelle et qui perdent leur âme à vouloir gagner leur vie. Est-ce que, et ça c'est la question majeure, est-ce que c'est compatible avec l'empreinte écologique? Quel est l'impact, l'empreinte écologique de notre projet? Parce qu'au lieu que ce soit un budget qui détermine si on fait ou si on ne fait pas, c'est les sous qui actuellement font qu'on va faire ou qu'on ne fait pas. Ça, il faut complètement exclure ça comme référence. C'est est-ce que c'est soutenable par la planète? C'est ça la limite de la créativité humaine aujourd'hui. Créativité qui, dès lors que l'on voit que votre projet n'est pas compatible avec ce que peut soutenir la planète, il doit être révisé, mis de côté, repensé, jusqu'à ce que ce soit compatible. C'est ça l'avenir. Et c'est pas les sous, on s'en fout des sous. Donc si c'est compatible avec ce que la planète peut soutenir, bravo, on continue. Est-ce que c'est modélisable? Est-ce que nos voisins, d'autres pays, s'ils le veulent, peuvent mettre en œuvre le même projet? Donc est-ce que ce qu'on veut mettre en œuvre ne fait pas que nous satisfaire nous, mais aux dépens des autres? Donc il faut faire pour que ce soit de façon compatible aux autres. Si tout ça c'est oui, alors on en arrive à se dire, bon, combien ça coûte? Et combien ça coûte? C'est combien on va rémunérer les acteurs dont on a besoin pour réaliser ce projet. On fait une addition, et bing, l'organisme public,
organismes communautaires d'émission monétaire, créent la monnaie. Ça coûte 100, ça coûte 1000, ça coûte 10 000, ça coûte 500 000, ça coûte 1 million, ça coûte 1 milliard. On s'en fout. Ce sont des unités de compte, mais des unités de compte qui ne sont pas une richesse en tant que telle. C'est l'outil qui va être donné, versé aux acteurs, qui vont leur permettre à ce moment-là d'aller chercher dans la communauté les besoins, satisfaction de leurs propres besoins. C'est tellement simple. On ne devrait jamais entendre un responsable politique ou comme nous l'autre me dire on ne peut pas faire, ça coûte trop cher. C'est inacceptable. Au plan collectif, il faut bien faire une différence entre le collectif et l'individu. L'individu, il a une rémunération. Alors, c'est à la société aussi de se déterminer sur l'échelle des rémunérations admissibles, peut-être avec un plancher et puis un maximum. C'est un autre débat politique. Donc, on a, nous, un revenu limité. Bon, ok, très bien. Mais au niveau de la collectivité, on n'a pas de limite autre que celle de la valorisation de la véritable richesse qu'on est capable de produire, de mettre en œuvre et de partager. Est-ce que c'est bien clair? Parce que c'est ça qui est la clé de la transformation de la société, du rebasculement. Oui. Est-ce que ça revient à dire qu'en fait, on pourrait produire de l'argent autant qu'on veut? Absolument. Il n'y a pas de limite à la création humaine autre que les règles du jeu qu'on se fixe. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème financier. Il n'y a aucun problème monétaire. Mais le problème, dans l'absolu, il y a un problème monétaire. Parce qu'on a transféré. Alors, parce que, c'est la monnaie artificiellement raréfiée qui est considérée encore comme la richesse première. Puisque dans l'organisation de nos sociétés, c'est l'obstacle, c'est le couloir, le passage obligé, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si toute la richesse, la planète Terre, toutes ses ressources, toute l'ingéniosité des mondes, toute la cordialité, toute la générosité dans les mondes était là, puis il y a un trait à la craie. La richesse elle est là, mais j'ai soif, l'eau elle est là, mais l'eau est là. Non, il y a un trait à la craie. Si tu ne réponds pas aux critères monétaires, à la règle monétaire qu'on a décidée, tu ne peux pas avoir accès à la richesse. C'est une barrière, une censure totalement artificielle, qui est, comme je disais tout à l'heure, une véritable insulte à nos ancêtres, qui, eux, n'avaient ni les connaissances, ni les technologies qui leur permettaient de produire à la hauteur de ce que l'on sait faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'interdit ou on interdit à beaucoup de personnes, parce que vous avez des statistiques encore qui circulent, c'est les 65 premières fortunes du monde, donc 65 personnes, on les fait bien dans cette pièce, ont autant que les 3 milliards de la population humaine terrestre le moins bien servie. Hallucinant. Donc, il faut quand même faire juste un bémol sur la limitation de la création monétaire. Si on crée trop de monnaie, il y a quand même des limites. Si on crée trop de monnaie, la valeur de chaque signe monétaire décroît trop et la monnaie ne vaut plus rien. Des expériences connues et à connaître, si vous ne les connaissez pas, les expériences de l'eau, des assignats, ou de la libération allemande dans les années 20, ou récemment au Zimbabwe. À mon avis, le risque d'hyperinflation, qui est un risque majeur pour une société, c'est un effondrement pour une société, une hyperinflation, quand le système monétaire s'effondre, parce que la confiance est en train de s'effondrer dans la monnaie, et donc les prix explosent, et en Allemagne, on payait des milliards de marques pour une baguette, donc avec une brouette pleine de billets pour des choses toutes simples. C'est un effondrement social, donc il y a quelque chose de très grave à éviter. Mais à mon avis, ce risque-là n'existe pas dans ce que suggère Philippe, qui est que ce soit le corps social qui décide de la monnaie à créer, et que cette monnaie nouvelle soit toujours appuyée sur un projet d'utilité publique. Si chaque création monétaire sert à financer des services publics, à mon avis, il n'y a aucun danger d'hyperinflation. Les cas d'hyperinflation viennent, dans tous les cas, quand c'est le prince ou le banquier, mais c'est des princes surtout qui abusent avec la création monétaire, qui en font un outil politique, qui rase gratis, et qui là, effectivement, distribue beaucoup trop d'argent. Mais il faut se rendre compte que c'est des quantités incroyables. Mais ce que font les banquiers en ce moment,
c'est littéralement, ils sont en train de créer de l'hyperinflation. Ah, ils veulent mais de l'hyperinflation dans leur domaine à eux. Parce que les banquiers sont en train de créer des milliers de milliards. En 2008, ils sont tous tombés en faillite frauduleuse. Ils auraient dû s'effondrer pour cause de faillite. Ils avaient fait des paris insensés, des paris absolument indéfendables, criminels. Et au moment où ça s'est effondré, ils auraient dû tous aller en prison. Parce que c'est pas seulement la faillite, c'est la faillite frauduleuse. Ils avaient triché, menti. Et au lieu de ça, comme ils avaient corrompu les gouvernements depuis longtemps, comme le gouvernement, parce qu'on l'a pas dit là, mais si tout ça advient, c'est parce que les banquiers ont pris le contrôle des gouvernements. Et donc, comme ils ont pris le contrôle des gouvernements, au lieu d'être punis, on leur a créé pour eux, pour éviter qu'ils aillent en prison, et pour qu'ils s'en sortent quand même, on leur a créé des milliers de milliards qu'on leur donne et qu'ils gardent, au lieu de nous les donner à nous, nous les prêter. Ils nous les prêtent même pas, ils les gardent pour éviter de sombrer dans le trou qui méritait. Et donc, l'hyperinflation qu'on observe du fait des milliers de milliards qu'on crée, c'est une hyperinflation sur les titres. Donc la fortune et l'infortune de ces banquiers scélérats, c'est que les titres qu'ils avaient fabriqués pour spéculer, donc les bouts de papier qu'ils avaient fabriqués pour spéculer, ne valaient plus rien. Rien. Et pour qu'ils valent encore quelque chose, on leur donne des milliers de milliards qui fabriquent une espèce de demande artificielle de ces titres ne valant rien, et vous avez la valeur de ces titres qui monte, puisqu'il y a des gens pour les acheter. Et les acheter avec de la monnaie qui nous endette, nous et nos enfants, pour des décennies, pour des siècles. C'est une folie ce truc-là. L'hyperinflation, elle a lieu en ce moment sur les titres pourris des banques qui devraient ne valoir rien. Les banquiers devraient être en prison et leurs titres ne valoir rien. Au lieu de ça, et c'est juste le problème politique dont on parlera tout à l'heure, c'est parce que les banquiers ont pris le contrôle du pouvoir politique de nos gouvernements, qu'ils se font servir ainsi des milliers de milliards. Et donc l'hyperinflation liée à la trop grande création monétaire, elle existe, et en l'occurrence elle est très ciblée parce que l'argent que nous créons, les milliers de milliards, ne vont qu'à cet endroit-là, ils vont que dans la bourse. Et dans les titres donc les banques centrales rachètent les titres pourris des banques commerciales, mais ça crée une hyperinflation au sens où un titre qui vaudrait 0 se met à revaloir une valeur antérieure, mais de façon complètement artificielle. Et le jour où ces milliers de milliards vont revenir dans la société civile, on verra l'hyperinflation chez nous aussi. Donc il faut faire attention à ne pas créer alors, pour compléter la réflexion, oui, dans ce système, potentiellement, la monnaie est infinie. Il n'y a pas de limite. À condition que ce soit... Non, il n'y a pas de limite. La limite, c'est à nous de la décider. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas, quand on réfléchit sur une question de société, à aucun moment devrait venir dans la discussion comment tu vas le financer. Parce que ça ne pose aucun problème. Mais contrairement à ce qui est pratiqué actuellement, tout de suite, où les banques injectent de la monnaie sans savoir à quoi ça va servir. C'est uniquement de satisfaire l'appétit des petits copains et puis de spéculer. Mais là, on lance de la monnaie sans être adossé sur un projet de société. Là où ça doit devenir intelligent et limité, on n'a pas besoin de créer à l'infini de la monnaie. On a besoin de créer la monnaie à la hauteur du prix de revient du projet qu'on veut mettre en œuvre. Mais un vrai projet, c'est la richesse réelle de ce qu'on veut créer dans notre communauté qui détermine le montant de la monnaie qu'on va créer, avec malgré tout un défi aussi, qui est le défi de la régulation de la masse monétaire, parce que là on est dans un système où on crée la monnaie chaque fois qu'un projet est décidé. Donc il peut y avoir un empilement de création monétaire qui fait que la monnaie continue à circuler. Là on est dans une société qui a trop de monnaie en circulation. Donc dans ce nouveau cas de figure, il faut créer un processus de destruction de la monnaie. Par des impôts. Alors, par la fonte peut-être, et par la fiscalité, la fiscalité ne devenant plus un processus de recette publique, mais de régulation de la masse monétaire. Parce que pour éviter l'inflation, il faut un processus de destruction de la monnaie. Puis si on constate à un moment qu'il n'y a plus assez de monnaie en circulation dans la société, on la recrée immédiatement. C'est tout. Mais il faut là avoir des indicateurs et se doter d'indicateurs assez précis pour que dans la société, il n'y ait ni trop ni pas assez, parce qu'il y a surtout trop de monnaie, parce que si on a pas assez, on peut la créer immédiatement, c'est pas le problème.
Donc voilà, mais potentiellement, donc, la question de combien ça coûte, on ne peut pas faire, ça coûte trop cher, doit être totalement évacuée de notre cerveau. C'est la relation directe au pouvoir, hein, la surproduction. C'est la relation directe au pouvoir, c'est-à-dire que la surproduction monétaire permet d'asseoir un pouvoir de quelques-uns sur une masse.